Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un cours un peu rapide puisque nous avons surtout une activité à faire, donc c'est surtout vous qui allez travailler. Donc je vais en profiter pour faire un petit récapitulatif de ce thème 3 de géographie qui porte donc sur les espaces ruraux. On va voir la multifonctionnalité qui se met en place. Alors rappelez-vous, on s'était interrogé dans un premier temps sur une définition du rural. Essayez de comprendre ce que voulait dire le rural aujourd'hui, quelle était la place du rural en France et dans le monde. Pour ce faire, on avait d'abord défini le rural. Alors, j'en profite de cette première définition pour vous encourager vivement à utiliser ce support numérique pour mettre pause si vous estimez ne pas avoir le temps de bien écrire la définition, si vous ne l'avez pas bien écrit lors du cours en classe. Donc profitez de cet outil pour mettre pause, pour revenir en arrière s'il y a des éléments que vous n'avez pas compris. Donc, on avait compris, on avait essayé d'établir une définition, de bien comprendre sur quoi elle reposait. On avait ensuite, dans un temps introductif, présenté l'exode rural et les grandes évolutions du monde rural des espaces ruraux, notamment du point de vue humain, avec le dépeuplement, mais aussi la fin des traditions et des coutumes. Par exemple, les vêtements, ou encore l'agriculture en bocage, comme on en a ici un exemple. Avec une évolution vers un monde d'exploitants agricoles, c'est-à-dire une agriculture qui se base sur la mécanique, avec notamment, rappelez-vous, les open fields, ces grands champs ouverts qui reposent sur la mécanique, c'est-à-dire les tracteurs et des machines qui vont récolter beaucoup plus efficacement que l'agriculture familiale. Donc cette évolution, elle se voit dans les paysages, mais elle se voit aussi dans les activités. On voit que le secteur primaire, donc je vous rappelle l'agriculture et la production de matières premières, est passé de 52% au milieu du XIXe siècle à peu près 4%. Aujourd'hui, l'agriculture représente entre 3 et 2% de la population active en France. À côté de ça, on se rend compte que l'exode rural a provoqué une inversion d'une situation, à savoir que la population urbaine était plus importante que la population rurale. Et on se rend compte que récemment, cette tendance s'inverse et on va voir que la population rurale tend à augmenter aujourd'hui plus que la population urbaine, mais ça, on va le voir à la suite du cours, que c'est par rapport à ce qu'on appelle le périurbain. Bien. Donc rappelez-vous, nous avions vu l'abandon des campagnes et ce que ça pouvait provoquer. Donc on va s'intéresser tout au long de ce thème sur la manière dont les espaces ruraux vont s'adapter à l'urbanisation du monde, puisque il faut bien comprendre que rural et urbain vont de pair. L'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Alors, nous avions vu dans un premier temps que l'agriculture aujourd'hui restait quelque chose de très important. Ça restait un secteur majoritaire dans beaucoup de pays. Alors si on compare cette carte avec la carte du développement, on se rend compte que plus un pays est développé et moins sa population va vivre de l'agriculture, va être agriculteur. On le voit bien notamment en Afrique avec les PMA, les pays subsahariens, qui vont présenter un pourcentage d'agriculteurs très élevé, comparé notamment aux pays les plus avancés tels que l'Amérique du Nord ou l'Europe. Donc on l'avait expliqué en voyant qu'il existait plusieurs types d'agriculture, comme notamment l'agriculture vivrière comme au Mali, où on va là aussi trouver des agricultures familiales qui vont donc mobiliser beaucoup de personnes pour des rendements assez faibles. Et on pouvait aussi avoir donc ces grandes agricultures d'exportation, de marché, qui visent donc à produire le plus possible, non pas pour la consommation personnelle, mais pour exporter, pour générer de l'argent. On avait évoqué notamment les États-Unis, et enfin un dernier cas comme au Brésil, où les deux vont cohabiter, où on peut voir à la fois ces open fields, cette agriculture de marché, et au sein de la forêt amazonienne, on va trouver de l'agriculture vivrière, de la part de natifs indigènes par exemple. On s'était ensuite intéressé sur la situation en France, donc à travers l'étude de quelques chiffres, on avait vu que l'agriculture restait un secteur très important et que la France était la deuxième en termes de bénéfices
de l'industrie agroalimentaire derrière l'Allemagne. Ensuite, nous avions vu que de la même manière qu'il y a une diversité de réalités rurales à l'échelle mondiale, c'est aussi le cas à l'échelle nationale, où on voit une diversité des productions, une diversité aussi du niveau de vie, et une diversité d'activités tout simplement. Nous avions comparé deux exemples emblématiques, que sont la Bosse par exemple, avec ses grands open fields, une organisation sociale qui tourne tout autour de l'agriculture ouverte, avec donc tous ces champs, et donc une nature qui est totalement encadrée, anthropisée. À côté de ça, on pouvait mettre en avant le massif central comme étant quelque chose d'opposé, où à la place de céréales-culture, on va aller avoir ce qu'on appelle de l'élevage extensif, où les animaux vont être dans un cadre assez libre finalement, et donc où l'empreinte de l'homme est assez réduite. Donc si on compare ces deux paysages, on se rend bien compte qu'il y a de grandes différences, et donc que le monde rural, les espaces ruraux recouvrent des réalités extrêmement différentes, et ce, à toutes les échelles. Alors, on va pas regarder de nouveau la vidéo. Rappelez-vous, on avait vu qu'aujourd'hui, être agriculteur était un statut assez complexe, et ce, dans la plupart des pays, et aussi en France. On avait évoqué notamment le taux de suicide très élevé, qui était causé par une instabilité à cause de la variation des prix à la fois des denrées alimentaires et à la fois des fournitures nécessaires à l'élevage. Par exemple, on avait vu un éleveur de chèvres qui avait été endetté suite à une augmentation du prix de la nourriture pour les chèvres. Et donc pour ce faire, les agriculteurs sont obligés soit de se regrouper dans des grandes exploitations, on a de moins en moins de petits exploitants, c'est souvent des grandes compagnies, soit de valoriser leurs produits face à la mise en concurrence dans le marché international afin de réussir à vendre leurs produits à un certain prix. Et donc ça va passer par les appellations d'origine protégée ou contrôlée et la valorisation des terroirs, notamment pour ce qui est du vin. Ce qui va permettre à la France de continuer à vendre leurs produits, et ce de manière viable, dans un monde où le vin, par exemple, peut être produit de manière beaucoup moins onéreuse en Amérique du Sud. Donc, c'est une occasion pour ceux qui n'auraient pas eu le temps d'apprendre et de voir ces définitions, de les réécrire. Et finalement, aujourd'hui, on va passer donc à la deuxième partie. On va s'intéresser à l'étalement urbain qui impose une diversification des fonctions du rural. Donc on va voir que là aussi, le rural évolue, s'adapte, se transforme avec ses contacts avec le monde urbain. Je vous laisse donc écrire le titre. Et nous allons, dans un premier temps, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, nous intéresser sur les inégalités entre les espaces ruraux et les espaces défavorisés. Bien, pour cette partie, il s'agit d'une partie où vous allez faire une étude de cas. Donc on va s'intéresser sur les inégalités entre les espaces ruraux et les espaces urbains, en essayant de voir quelles sont les problématiques. Alors on va se centrer sur la France, mais aussi sur d'autres espaces, afin de voir pourquoi il y a ces inégalités, pourquoi c'est tant différent d'habiter dans les espaces ruraux et les espaces urbains aujourd'hui. Donc, pour commencer, je vais vous montrer une vidéo de la situation dans un espace rural en France, et je vous demanderai ensuite de répondre à quelques questions. Dans sa maison, Emmanuel a pris l'habitude de faire des stocks. Je peux tenir des semaines sans bouger, sans être contraint à descendre voir un magasin. Tenir le plus longtemps possible. Car ici, faire ses courses est une vraie galère. Le premier supermarché est à 20 km du village. 20 minutes en voiture ici. C'est-à-dire c'est pas si loin en kilomètres, mais c'est la route, les routes sont sinueuses et ce sont des routes de montagne. Bienvenue à Belvis, petit bourg au pied des Pyrénées. Ici, aucun service ou presque. La petite épicerie bureau de poste n'est ouverte que quelques heures par jour. Du coup, le village se vide. Les gens viennent, restent quelques années, repartent. Ils aimeraient un développement des services publics, une plus grande proximité. À 20 km de là, situation inverse à Axat. Ici, le maire a pris les choses en main. La commune
subventionne une station essence, une maison de santé et même un distributeur de billets. Et ça change tout. Je crois que si nous ne faisons pas comme ça, il n'y aura plus de vie possible dans nos territoires. Quand vous n'avez plus de station-service, c'est les voitures et les gens qui vont faire des courses ailleurs. Coût de l'opération, 200 000 euros, le prix à payer pour redynamiser le village. Depuis, d'autres commerces se sont installés, boulangeries et pharmacies notamment. Dans cette vidéo, qui montre sans doute des situations que certains d'entre vous connaissent ou maîtrisent en vue des villages que vous m'avez cités lors du premier cours, on voit effectivement des problèmes qui sont propres au monde rural. Alors, vous voyez, dans le monde rural, dans les espaces ruraux, on va parler plus en temps de trajet qu'en kilomètres, puisqu'effectivement, vous voyez, pour moins de 20 km, on va avoir 25 minutes de trajet. Donc effectivement, on voit bien, d'ailleurs, qu'on est loin d'être sur une autoroute. On a des moyens de communication qui sont plus complexes, plus compliqués que dans les milieux urbains. Alors ça va être d'autres problématiques, ça ne va pas être les bouchons contrairement au milieu urbain, mais ça va être effectivement les routes, la limitation de vitesse, les virages, etc. Donc, je vais vous demander de répondre aux questions suivantes. Donc de toute manière, sur votre cahier, vous pouvez répondre à ces questions et ensuite vous allez avoir une étude de cas à faire pour mercredi. Donc, ce que j'attends de vous, vous pouvez me répondre soit sous forme numérique, c'est-à-dire avec un traitement de texte, soit vous pouvez m'envoyer un enregistrement de votre travail. Je vous avais parlé de CamScanner notamment. CamScanner qui est une application gratuite qui vous permet d'envoyer facilement et de bonne qualité vos travaux. Personnellement, je préfère un travail qui est fait sur l'ordinateur. C'est plus lisible et c'est plus simple à traiter sur l'ordinateur. Mais libre à vous de faire ce qui vous plaît le plus, ce qui vous va le mieux. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Je vous le redis une fois, je n'attends pas de vous, je ne vais pas vous évaluer sur la justesse de vos réponses. Je vais vous évaluer sur les efforts, sur le travail que vous allez avoir fourni. Donc ça ne sert à rien de tricher, il faut juste essayer de bien réfléchir aux questions et de répondre à cela. Vous pouvez revenir en arrière pour regarder la vidéo si vous n'avez pas vu les informations. Encore un avantage de ce format numérique. Donc, une fois que vous aurez répondu à ces questions à partir de cette vidéo, je vais vous demander de réaliser les itinéraires 1 et 2 de la page 202, donc qui vont être sur ces 4 documents, donc page 202-203. Et donc il s'agit simplement à travers ces documents de voir les différences et d'essayer de les comprendre et d'essayer de voir s'il y a des conflits d'usage entre la ville et le monde rural. Donc je vais vous demander de faire ce travail pour mardi, pour demain. C'est-à-dire que mercredi, je publierai la correction de ces exercices. C'est donc pourquoi je ne pourrai pas comptabiliser un travail qui m'aura été envoyé le mercredi comme fait. Il faut m'envoyer votre travail au plus tard mardi soir. Je n'accepterai pas d'un travail rendu le mercredi. Si vous avez des questions par rapport à ce travail, par rapport aux documents, par rapport à la modalité que nous mettons en place, n'hésitez pas à me contacter sur l'ENT. Je vous souhaite une bonne journée et un bon travail. À mercredi.